Awa. L'Église catholique a un nouveau pape, il s'appellera François Ier. Les deux votes de cet après-midi ont permis aux cardinaux réunis à la chapelle Sixtine de désigner le successeur de Benoît XVI. L'Argentin de 76 ans, Jorge Mario Bergoglio, a été élu pape. Il a pris fin aujourd'hui le premier séminaire gouvernemental de l'année 2013 sous la présidence du chef de l'État. La rencontre devrait aboutir à l'adoption du programme de travail gouvernemental pour l'année 2013. À la veille de l'arrivée du président libanais en Côte d'Ivoire, la rédaction de RTI 1 s'est intéressée à la communauté libanaise vivante en Côte d'Ivoire. Une communauté riche de 80 000 personnes présentes dans tous les secteurs d'activité économique dans le pays. Et puis, les experts du FMI, de la BAD et de la Banque mondiale sont à Abidjan depuis ce mercredi. Objectif, évaluer le programme économique et financier PEF de la Côte d'Ivoire en 2012 et ouvrir la voie de nouveaux appuis budgétaires en 2013. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. L'Église catholique a un nouveau pape, il s'appellera François Ier. Une fumée blanche s'est enfin échappée ce soir de la cheminée de la chapelle Sixtine, annonçant l'élection du nouveau pape qui succédera à Benoît XVI après sa démission historique. Son nom, Jorge Mario Bergoglio, l'Argentin de 76 ans était jusque-là archevêque de Buenos Aires. Les précisions de Gabriel Zani. Fumée blanche à Rome, signe d'une bonne nouvelle pour les chrétiens catholiques. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Le successeur de Benoît XVI est connu. C'est le cardinal Jorge Mario Bergoglio. Une immense clameur retentit aussitôt place Saint-Pierre. Âgé de 77 ans, Jorge Mario Bergoglio a choisi le nom de François Ier. Il ne faisait pas partie des papabili, les cardinaux favoris de la course au siège de Saint-Pierre. Fratelli et sorelle, buonasera. Frères et sœurs, bonsoir. Voi sapete Vous savez che il dovere del conclave que le devoir du conclave era di dare un vescovo a Roma. est de donner un évêque à Sembra Rome. che Il semble i miei fratelli cardinali que mes frères sono andati cardinaux a prenderlo quasi alla sont fine del allés mondo. le chercher presque à la Ah, fin du siamo monde, qui. mais nous sommes ici. Délivrance à Rome, délivrance aussi à Abidjan. C'est la fin de plus d'un mois de suspense et de supputation depuis la démission de Benoît XVI le 11 février dernier. L'Église a besoin d'un pape qui va comprendre l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de déviations. On parle des votes des homosexuels, des familles, hommes-hommes avec enfants, femmes-femmes avec enfants. Nous, aujourd'hui, on veut un pape qui va trancher. Un pape véritablement charismatique, un pape qui sait donner la voix, un pape qui sait faire appliquer en tout cas la tradition. Nous avons une tradition à préserver, une tradition à suivre. Donc un pape qui mette en avant toutes ces valeurs-là et qui puisse véritablement aider les chrétiens catholiques à retrouver leur foi. L'essentiel de ce que l'Église attend réside dans l'unité. Lorsque Jésus devait quitter notre terre, ce pourquoi il a prié essentiellement, c'est pour l'unité de ses fidèles, l'unité des chrétiens. Que ce soit quelqu'un qui rassemble le peuple de Dieu. François Ier est le 266e pape de l'histoire. Il est argentin. Il hérite d'une église confrontée à de grandes tensions, scandales de pédophilie et de corruption, mauvaise gouvernance et intrigues à la curie, rapports tendus avec l'islam rigoriste. Des réformes sont attendues pour éviter la barque de Saint-Pierre, l'église catholique de chavirer. Retour à l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Vous le savez, il s'est ouvert hier et a pris fin ce mercredi au palais présidentiel. Le premier séminaire gouvernemental de l'année 2013 sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Les ministres ont passé en revue leurs actions menées au cours de l'année 2012, les avancées réalisées et les obstacles qui ont émaillé l'accomplissement de ces actions. La rencontre devrait aboutir à l'adoption du programme de travail gouvernemental pour l'année 2013. Les temps forts de cette clôture de séminaire gouvernemental avec Viviane Haïm.
Après une journée et demie de travail à huis clos, le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, a fait le bilan de son action au cours de l'année 2012 et a fixé ses priorités et ses objectifs pour l'année 2013. Dans ce cadre, les ministres ont présenté les différents projets qu'ils entendent initier au sein de leurs différents départements ministériels. Le bilan 2012 de l'action gouvernementale souligne de nombreuses réalisations dans plusieurs domaines. Reste cependant qu'au cours de l'année 2012, les fournitures d'eau et d'électricité ont été défaillantes dans certains quartiers d'Abidjan et certaines localités de l'intérieur du pays. Situation que le président de la République a déplorée. Il a ordonné qu'une solution soit rapidement trouvée. Les ministres en charge des départements ministériels concernés sont longuement intervenus au cours du séminaire pour expliquer les causes de ces défaillances et présenter les dispositions qu'ils entendent prendre pour y remédier. Aucun investissement n'a été fait pendant près de 13 ans. Le gouvernement a fait l'effort de construire des capacités suffisantes, mais il demeure que les lignes de transport et la distribution sont très vétustes dans notre pays. Il y aura toujours des coupures. Les coupures font partie de qu'on appelle des systèmes d'électricité, même dans les pays développés. Vous entendez souvent qu'il y a des coupures en Amérique, il y a des coupures en France. Lorsqu'il y a des intempéries, ce n'est pas évidemment une justification que je veux donner, car notre objectif, comme nous l'a demandé le président, c'est d'améliorer la qualité de la fourniture de l'électricité. C'est ce que nous faisons et vous verrez que 2013 sera mieux que 2012, comme 2012 a été meilleur à 2011. Et 2014 sera encore meilleur. Le séminaire a décidé que le Conseil du gouvernement du 21 mars et le Conseil des ministres du 22 mars consacrent un volet spécial à ces questions. S'agissant du PTG 2013, le programme de travail du gouvernement pour l'année 2013, priorité sera donnée en premier lieu à la paix et la sécurité, en second lieu à la réconciliation nationale, en troisième lieu à la relance économique et la reconstruction post-crise. 3 axes classés prioritaires par le chef de l'État. À l'intérieur de ce cadre, le séminaire a défini plusieurs actions que les ministères devront mettre en œuvre. On note quelques-unes. La poursuite des actions visant l'amélioration de la sécurité, le renforcement des capacités de la police, le DDR et la réorganisation de la confrérie d'Ozo. La poursuite des actions en vue du retour de nos compatriotes encore en exil. La poursuite du dialogue politique avec l'opposition et l'adoption des textes sur le statut de l'opposition et le financement des partis politiques. La couverture de l'ensemble du territoire national par la RTI et l'approfondissement de la libéralisation de l'espace audiovisuel. La promotion de la conservation et de la transformation des produits agricoles, la relance de la production rizicole, et l'approvisionnement en ressources animales et halieutiques. La construction de la gare routière interurbaine d'Abidjan, celle du chemin de fer San Pedro-Mans, la réhabilitation des aéroports de l'intérieur pour les vols domestiques. Le programme de travail adopté place à présent à son exécution. Le Premier ministre a averti le gouvernement qu'aucune concession ne sera faite au laxisme. De nombreuses réunions seront programmées pour suivre l'état d'avancement du PTG. On peut dire, messieurs les ministres d'État, mesdames et messieurs les ministres, que le plus dur commence, car il nous revient de veiller à la réalisation effective des activités que nous avons retenues comme étant prioritaires. Nous sommes presque à mi-parcours du mandat présidentiel et que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas aller vite. La tâche est ardue, mais il nous faut avancer et faire chaque jour un peu plus. Nous avons une très bonne raison de nous surpasser dans l'effort et de nous imposer des sacrifices afin de réaliser notre programme. Cette raison, vous le savez, c'est l'amour pour la Côte d'Ivoire et le peuple de ce pays. Nous n'avons pas le droit de décevoir nos compatriotes et de décevoir la confiance que le président a placée en nous.
Le président de la République a tout d'abord félicité son gouvernement pour le travail réalisé au cours de l'année 2012. Il a insisté à son tour sur les objectifs à atteindre. 2013 doit être l'année de matérialisation des projets que nous avons classés prioritaires, a dit le président de la République à ses ministres. Le bilan satisfaisant du programme d'action de l'année 2012 est le signe de la volonté du gouvernement d'œuvrer au développement socio-économique de notre pays et à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Je voudrais donc adresser mes vives félicitations à chacune et à chacun des ministres. Je félicite tout particulièrement Monsieur le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, chef du gouvernement, pour le travail remarquable accompli au cours de ces derniers mois. L'adoption de ce programme de travail gouvernemental 2013 est une étape importante que je salue à sa juste valeur. Je sais que vous aurez tous à cœur de continuer vos efforts en vue d'accélérer sa mise en œuvre. L'année 2013 doit être l'année de la matérialisation des projets que nous avons identifiés ensemble comme prioritaires et pour lesquels nous avons pris des engagements vis-à-vis de nos compatriotes. Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous. Et je vous réitère ma confiance pour mener à bien ce projet ambitieux. La clôture des travaux a été marquée par un déjeuner qui a réuni le président de la République et son gouvernement. La Côte d'Ivoire et le Liban s'apprêtent à vivre à un moment fort de leur relation diplomatique établie il y a 52 ans. L'arrivée demain jeudi du président libanais Michel Sleiman ici à Abidjan en est une preuve. Des rapports diplomatiques à l'intégration socio-économique, les deux pays semblent engagés dans une nouvelle dynamique. Le Liban est bien présent en Côte d'Ivoire, socialement et économiquement. Illustration avec Adama Kone. Avec environ 100 000 ressortissants, la communauté libanaise en Côte d'Ivoire est la plus importante sur le continent africain. C'est dire que la coopération diplomatique établie le 4 octobre 1961 entre le Liban et la Côte d'Ivoire a porté ses fruits rien qu'en observant le mouvement migratoire entre les deux pays. Le Liban a été le premier pays arabe qui a ouvert une ambassade en Côte d'Ivoire en 1961. C'est très important pour nous deux, les deux pays, les deux peuples. Cette visite, il va ouvrir beaucoup de portes, beaucoup d'horizons. Les grands mouvements de Libanais vers la Côte d'Ivoire ont été enregistrés dans les années 70 et 80. Leur intégration est une réalité. En 2011, 6 000 Libanais ont obtenu la nationalité ivoirienne. Nous, les Libanais, en Côte d'Ivoire, nous sommes ivoiriens. Je parle ça devant tout le monde, nous sommes de même famille. Parce que quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que vous pouvez dire un message au peuple ivoirien? J'ai dit non. Je envoie un message à le peuple ivoiro-libanais parce que nous sommes ivoiriens aussi. Et depuis longtemps, nous sommes très bien intégrés là. Et il y a beaucoup de Libanais qui sont mariés avec des Ivoiriennes et ils ont des enfants d'origine ivoirienne. Je suis sûr qu'ensemble, on va construire l'avenir. Aujourd'hui, cette communauté est une pièce importante de la machine économique du pays. Selon le Conseil économique et social ivoirien d'origine libanaise, Roland Daguerre, les activités des Libanais pèsent autour de 35% dans l'économie ivoirienne. 3 indicateurs permettent de traduire ce chiffre en éléments simples. Le premier, le nombre d'entreprises. Officiellement, la Chambre de commerce libanaise en Côte d'Ivoire déclare 250 entreprises. La réalité est bien loin. Ce sont 3000 sociétés créées par les Libanais vivant en Côte d'Ivoire. Vous savez combien d'Ivoiriens travaillent chez les Libanais dans tous les domaines? Plus que 400 000. Deuxième indicateur, ces entreprises alimentent les caisses de l'État à hauteur de 350 milliards de francs CFA au titre de paiement d'impôts.
Troisième indicateur, la répartition et le poids de ces entreprises. Elles représentent 60% du parc immobilier privé ivoirien, 70% du secteur de l'imprimerie et packaging et 43% de l'activité industrielle. Un tableau économico-diplomatique qui vaut bien le déplacement du président libanais en Côte d'Ivoire. C'est une visite historique. Historique. Le général Michel Sleiman est donc attendu demain en Côte d'Ivoire à l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. À la veille de cette visite du chef de l'État libanais, la rédaction de RTI 1 s'est intéressée à la communauté libanaise vivante en Côte d'Ivoire, une communauté riche de 80 000 personnes. Elle est présente dans tous les secteurs d'activité économique avec une prédominance dans les secteurs de la grande distribution où elle occupe 90% de parts de marché. Incursion au cœur de cette forte présence libanaise en Côte d'Ivoire, c'est avec Herman Yamia. La communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire est très présente dans l'économie ivoirienne. On la trouve dans tous les secteurs d'activité économique avec une forte présence dans la grande distribution où elle occupe 90% des parts de marché. À côté de la grande distribution, elle est également bien lotie dans les secteurs de l'immobilier, de la poissonnerie, de la restauration, de la vente de véhicules et de l'imprimerie. On a commencé d'abord par le petit commerce et puis par la suite on a évolué vers les industries. Et la majorité des grandes industries actuellement sont aux mains des Libanais. La communauté libanaise compte à ce jour 250 entreprises inscrites à la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire. Ces entreprises fichées emploient plus de 150 000 Ivoiriens pour une masse salariale estimée à plus de 180 milliards de francs CFA par an. À Abidjan, les Libanais sont beaucoup présents dans les communes de Makori, Koumassi, Port-Boué et Adjamé. Ce n'est pas forcément un regroupement communautaire, c'est plutôt compte tenu des trafics et pour éviter aussi de trop circuler en véhicule, les gens essaient de se rapprocher le maximum possible de leur lieu de travail. Makori, c'est une commune qui est de réputation calme, il y avait la paix, pas loin de l'aéroport. Voilà, il y a plusieurs qualités pour que nous soyons là. Voilà. On ne peut pas être à Bobo par exemple. Pour les affaires ici. Les premiers Libanais sont arrivés en Côte d'Ivoire en 1880. Aujourd'hui, ils sont incontournables dans l'économie. Leur poids global dans l'ensemble de l'économie ivoirienne est de 35%. Vous venez de le voir, plus de 80 000 Libanais vivent sur le sol ivoirien. Ils travaillent dans tous les secteurs économiques du pays et emploient de nombreux Ivoiriens, de quoi créer un impact sur la société ivoirienne en général. Pour terminer sur ce sujet, Francis Boifo a rencontré une personnalité atypique, un chef d'entreprise très impliqué dans la vie sociale de la capitale économique. Compte rendu. Des ouvriers en pleine activité dans une unité de production de ciment. Nous sommes dans la zone industrielle de Koumassi. L'entreprise est dirigée par Ramzi Omaïs, un Libanais. Il emploie plus de 200 personnes et affirme les payer chacune plus de 100 000 francs CFA par mois. Ce salarié se dit satisfait de ses conditions de travail. Le salaire que je perçois vraiment me va droit au cœur parce qu'avec ce salaire, j'arrive à subvenir aux besoins d'un certain nombre de personnes. Associé en développement et action sociale, ce chef d'entreprise a créé en 2009 la fondation Atef Omaïs. Nous avons réhabilité 2 maternités à Koumassi, nous avons réhabilité la maternité du CHU de Treichville, nous avons réhabilité au CHU d'Yopougon, nous avons des activités dans le bec de Lièvre. Vérification à la maternité de Koumassi Campement. Réhabilitée en 2009, elle a bénéficié de plus de 16 millions de francs CFA d'investissement de la fondation. Aujourd'hui, on a quand même le minimum pour travailler dans de bonnes conditions. Et du coup, on réduit un peu tout ce qui est mortalité maternelle et infantile. Nous n'avons pas encore eu de mort maternelle ici, depuis 2009. Nous faisons en moyenne 1200 bébés par an. Un exemple d'impact social positif. Une initiative qui peut inspirer les 249 autres entreprises libanaises officiellement déclarées en Côte d'Ivoire. Autre sujet, les experts du Fonds monétaire international, le FMI, de la BAD et de la Banque mondiale sont à Abidjan depuis ce mercredi. Une mission pour évaluer le programme économique et financier PEF de la Côte d'Ivoire en 2012 et ouvrir la voie à de nouveaux appuis budgétaires en 2013. Ce matin, à l'immeuble Siam au Plateau, le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances a procédé au lancement de la revue de ce programme. Les détails avec Jean-Jacques Kwame. C'est la ministre ayant en charge à l'économie, Kabanyale, qui a donné le top départ de la mission conjointe
Fonds monétaire international, Banque mondiale et Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Durant les 2 semaines, il s'agit pour les experts de passer au scanner le programme économique et financier de l'année 2012, un programme dont l'exécution a permis à l'État de Côte d'Ivoire d'obtenir un taux de croissance de 8,6. La mission va à la fois procéder à la revue 2012 et regarder les perspectives 2013. Je voudrais saisir donc l'occasion de cette réunion pour dire tout mon intérêt pour la poursuite de la bonne exécution du programme économique avec nos partenaires au développement. Les politiques économiques que le gouvernement a mises en place fonctionnent et permettent une reprise de la croissance. Et une reprise de la croissance, c'est non seulement un chiffre de PIB, mais c'est surtout des revenus, c'est surtout de l'emploi et des bénéfices pour la population ivoirienne. Au-delà de ces avancées, les experts vont examiner les réformes du secteur de l'énergie. Autre point à l'ordre du jour de cette mission, l'exécution du budget 2012, les réformes de la filière café-cacao, la justice et la restructuration des banques publiques. Le gouvernement qui a enregistré une reprise de l'activité économique, l'amélioration de la situation sécuritaire et la bonne performance de la mobilisation des recettes fiscales espère avoir le satisfecit des experts après cette mission. Objectif, bénéficier d'un nouveau décaissement sous forme d'appui budgétaire au titre de la facilité élargie des crédits. Les relations entre Abidjan et Pékin au cœur des débats lors de la 5e édition des grands rendez-vous de fraternité matin. Hier à la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau, tribune d'échange qui a vu la participation de plusieurs personnalités autour du thème « La Chine et la Côte d'Ivoire, 30 ans après, nouveau challenge, nouvelle perspective ». Le point avec Maïsako. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine reposent sur des faits concrets. C'est ce qui est ressorti de la 5e édition des grands rendez-vous de fraternité matin ce mardi. En 30 années de rapports sino-ivoiriens essentiellement centrés sur la coopération économique, les deux pays ont effectué des échanges fructueux. Monsieur le Président de la République a beaucoup travaillé pour promouvoir ces échanges entre nos deux pays, cette coopération. Un président de la République a inauguré, a posé la première prière 3 fois à la suite pour les travaux sur la coopération entre nos deux pays. C'est vraiment remarquable. D'autres faits palpables sont entre autres l'assistance de la Chine dans la construction du palais de la culture de Trècheville, des bâtiments du ministère des Affaires étrangères au Plateau, de l'hôpital général de Gagnoa et de l'hôtel des députés à Yamoussoukro. En termes d'investissement privé, la Chine se positionne comme un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire, en passe de redynamiser son secteur privé, faire de lance de son développement économique. Sur les dernières années, c'est 25 milliards à peu près d'investissements privés qui ont été réalisés en Côte d'Ivoire et des pics en 2010 et en 2011 et qui ont été saccadés surtout par la crise que nous avons connue. Alors ce que nous disons, nous retenons de cela, c'est que les potentialités sont énormes en termes d'investissement privé. Dans les 10 années à venir, la Chine s'engage à accompagner la Côte d'Ivoire et de faire d'elle un pays émergent à l'horizon 2020. L'actualité économique, c'est aussi l'ouverture hier de la 5e édition de la vulgarisation de la monétique en Côte d'Ivoire. 72 heures durant, usagers des services bancaires, financiers et opérateurs économiques du secteur de la monétique vont échanger sur les enjeux et les défis de l'économie ivoirienne à l'ère du numérique, nous dit Noël Nguigno. Les TIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Leur expression visible et palpable dans les banques et établissements financiers, ce sont entre autres les cartes bancaires. Depuis, de nouveaux modes de paiement sont en vigueur. Aujourd'hui, les paiements mobiles, qu'on appelle vulgairement M-Payment, touchent près de 250 millions de personnes. Et les spécialistes prédisent que d'ici 2016, c'est entre 450 et 500 millions de personnes qui seront touchés par le paiement via le mobile. La Côte d'Ivoire ne veut pas être en reste de cette avancée technologique. L'opération de vulgarisation annuelle de la monétique, le Salon ivoirien de la monétique, Simbank, pour la 5e édition, veut amplifier l'utilisation des moyens de paiement électroniques, TIC et développement bancaire en Côte d'Ivoire. Voilà le concentré des réflexions de cette journée. Toutes les préoccupations sont prises en compte. Le monde rural. Le monde rural, c'est un monde effectivement qui ne peut pas utiliser la carte comme ce qui se passe
Donc nous avons mis en place des systèmes, par exemple la carte biométrique qui permet aujourd'hui à quelqu'un, en passant son empreinte, de faire lire sa carte et de sécuriser ses opérations. Les dispositions de sécurisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les banques en ligne qui ont un site internet ont compris qu'il fallait avoir des pages sécurisées. Donc, quand on parle de pages sécurisées, c'est une page qui commence pas par HTTP comme on voit tous les sites internet, mais lorsque vous allez sur ce site internet, vous allez avoir un cadenas en haut du site internet. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on ne clique pas sur un lien dans un message électronique qu'on reçoit. Une chose a été soulignée par les officiels à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, la pertinence du thème. 12 conférences seront dites sur les 3 jours. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus. Pour l'édition 2013, on note la présence d'opérateurs du Sénégal, de la Tunisie et du Maroc. Dans l'actualité judiciaire, les audiences correctionnelles et criminelles du tribunal militaire d'Abidjan ont repris avec la comparution de 3 sous-officiers de police. Ils sont poursuivis pour des délits de tentative d'extorsion de fonds au préjudice de chauffeurs de taxis communaux. Ce procès s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le racket et les tracasseries routières. Les explications d'Abou Sanogo. Le parquet militaire est déterminé à traquer tous les agents des forces de sécurité qui s'adonnent au racket. 3 sous-officiers de police en service au commissariat du 8e arrondissement de Cocody ont comparu devant le tribunal. Ils sont poursuivis pour des délits de tentative d'extorsion de fonds et d'extorsion de fonds portant sur la somme de 2000 francs CFA au préjudice de 2 chauffeurs de taxis communaux. Des infractions jugées graves et qui portent atteinte à la dignité du militaire. Arrêtez de racketter, arrêtez de commettre les actes attentatoires à la discipline, à la dignité et à l'honneur. Tant que le dernier racketteur n'aurait pas quitté les rangs des forces armées, tant que le dernier racketteur n'aurait pas quitté les rangs des forces républicaines, de la gendarmerie et de la police, nous ne nous fatiguerons pas à les traquer, à les conduire devant le tribunal militaire et les juger. Les victimes ont expliqué au tribunal les circonstances dans lesquelles l'acte délictuel a été posé. Il y a 2 policiers qui m'ont arrêté, que j'ai mal garé la voiture, que je dois payer amende de 2000. Il a dit je vais travailler, mais je n'ai pas 2000 à lui donner. Il m'a dit que j'ai combien? Il a dit j'ai 1000 francs. Il m'a dit de donner 1000 francs. Après le réquisitoire du procureur militaire Ange Kessi Benakwame et la plaidoirie des avocats des prévenus, le tribunal a délibéré. 3 mois de prison ferme pour l'un et 2 mois de prison ferme pour l'autre, assortis d'une amende de 50 000 francs CFA chacun. Le 3e sous-officier a été déclaré non coupable. Un verdict accepté par les avocats des prévenus. En partie, c'est gagné pour nous parce qu'il y a un qui a été déclaré non coupable. Les autres coupables, mais bon, nous en tenons ce que le juge a décidé. Ce procès fera place à celui des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont commis des crimes contre les droits humains ainsi que les manquements graves à la discipline. Ajoutez à cela le procès des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont commis des exactions et des meurtres sur la population de Vavois. Bâtisses délabrées, fontaines non opérationnelles, plafonds inexistants. Voilà les conditions de vie des élèves de l'Institut des aveugles et de l'école ivoirienne des sourds située dans la commune de Yopougon. Un constat fait par Victorine Yoroyoboué. Nous ne sommes pas dans une volière, mais bien dans le dortoir des filles de l'école ivoirienne des sourds. Et la promiscuité dans laquelle elles vivent ne s'arrête pas là. En plus de partager leur dortoir avec les oiseaux, ces élèves sont obligés de dormir à 2 sur ces lits. La plupart des parents, ils sont à l'intérieur du pays. Au moins, si l'enfant est à l'internat, ça peut aider les parents. Et l'internat ici, la capacité d'accueil, vraiment. Nous avons autour de 80, les internes, voilà, filles et garçons confondus, pour un effectif de près de 200 enfants. La situation n'est pas plus réduisante à l'Institut national de la promotion des aveugles, INIPA, avec ses bâtisses vieillottes et sous-équipées. Le lycée français, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la formation professionnelle, n'est pas resté sourd aux besoins de l'INIPA. Il a fait un don de matériel d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Il reste maintenant à ouvrir davantage les yeux sur la situation de l'école ivoirienne des sourds, toujours à Yopougon.
Avant de refermer les portes de cette édition, intéressons-nous à l'actualité africaine. Le président malien par intérim Dioncounda Traoré a affirmé hier que les exactions commises par des soldats maliens étaient peu nombreuses, réaffirmant que les coupables seraient poursuivis. Cette déclaration intervient alors que l'ONU a accusé l'armée malienne de représailles contre plusieurs groupes ethniques. Reportage. Après la Mauritanie, le chef de l'État malien a fait escale à Dakar. Il a été accueilli par son homologue Macky Sall, qui a réitéré son soutien, affirmant que le Sénégal serait aux côtés du Mali jusqu'à la victoire finale. Mais le président malien, par intérim, a surtout profité de la conférence de presse conjointe pour répondre aux accusations portées par l'ONU, qui dénonce l'attitude des soldats maliens à l'encontre des groupes ethniques. Les responsables politiques et locaux mènent une campagne intense pour expliquer aux populations que les exactions, les représailles ne seront pas tolérées par les autorités maliennes, par le gouvernement malien et par moi-même. Le chef de l'État a réaffirmé que les auteurs d'exactions seraient traduits devant la justice nationale ou internationale. Mais il a voulu en priorité rappeler qui sont les véritables responsables du drame malien. Ce ne sont pas les Maliens qui ont coupé des mains et des pieds. Ce ne sont pas les Maliens qui ont violé des femmes et des enfants. Ce ne sont pas des Maliens qui ont pillé et détruit tout le patrimoine culturel malien. Ça aussi, ce sont des choses qui comptent. Pendant plus d'un an, le nord du pays était tombé sous la coupe des groupes islamistes qui voulaient imposer la charia et développer toutes sortes de trafics. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain à 20h. Bonsoir.